Bonjour, merci de rester fidèle au programme de Walf. Bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Moussa Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir de nouveau bien voulu venir répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Vous êtes le président de Citoyens pour l'éthique et la transparence, Set Djerigne Samareu, ancien ministre de l'économie et des finances sous Abdou Diouf et ancien président de la commission de l'UEMOA. Dans un coût global de 422 milliards avec un budget estimé à 113 milliards dans sa phase pilote 2015-2017, le programme d'urgence pour le développement communautaire a été confié au PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Alors, l'argument invoqué par le chef de l'État, à savoir une volonté d'aller vite et bien, cet argument-là vous paraît-il valable? Merci beaucoup Pierre-Edouard. Je voudrais, avant de répondre précisément à votre question, dire quelques mots en guise d'introduction. J'entends souvent ou de temps en temps dire, pas directement, mais à travers, par le canal des gens qui m'entourent, que je critique beaucoup. Je dis, bon, si on dit que je critique beaucoup d'abord, ça me fait plaisir. Ah oui. Parce que ça veut dire que je ne suis pas comme la plus grande majorité des hommes publics présents ou passés de ce pays qui ne critiquent pas, mais qui au contraire trouvent les moyens, soit personnellement ou parce qu'on les demande, de pouvoir être sous l'ombre ou à l'intérieur ou au cœur du pouvoir, ce qui les empêche de proférer quelques critiques, quelles qu'elles soient, même les plus objectives. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, naturellement, moi, j'aime bien que les choses aillent bien. J'aime bien que tout se passe bien. Si c'était le cas, malheureusement, heureusement, je passerai mon temps à applaudir. Il y a des choses que j'ai applaudies, mais on ne les retient pas. C'est comme vous le dites dans votre profession, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas. J'ai eu à applaudir le principe de tenir des conseils de ministres décentralisés. Et même d'ajouter que si c'était possible, au lieu de passer 2 ou 3 jours dans ces régions-là, de passer 1 semaine dans ces régions, le président comme l'ensemble de ses ministres. Malheureusement, dans le contexte du Sénégal d'aujourd'hui, et depuis plusieurs années d'ailleurs, nous n'avons pas beaucoup de motifs de satisfaction, de félicitations. Ce sont beaucoup plus des motifs de critique objective sauf qui que existent. La critique est une chose, le nihilisme en est une autre. La critique, le nihilisme, d'abord, c'est de la philosophie. Et la critique, c'est concret, c'est pratique. Et la critique, d'ailleurs, qu'on utilise dans un sens peut avoir 2 sens. Il y a des critiques comme des sanctions positives ou négatives. Et je dois ajouter que dans votre profession, il y a des gens qui font des critiques qui sont les plus respectés. Ce sont les critiques de cinéma, les critiques littéraires, parce qu'ils le sont, parce que tout le monde le reconnaît. Expérience, compétence et objectivité. Donc, ce n'est pas la même chose. Nihilisme, c'est mauvais, c'est négatif. Critique, ça doit permettre d'examiner les points de critique, de les étudier et si on est de bonne foi, de s'attacher à les corriger pour le futur. Dans notre pays, quand on critique, généralement, on dit qu'il veut qu'on lui donne un poste. Faites-vous partie de cela? Oui, mais Pierre-Edouard Faye, vous m'avez posé cette question il y a 3 ans. J'aurais eu besoin d'y répondre. Mais est-ce qu'il est besoin que j'y réponde aujourd'hui? Est-ce qu'il est besoin que j'y réponde aujourd'hui? Bien sûr que non. Vous ne critiquez pas pour qu'on vous appelle, qu'on vous donne quelque chose? Et si je vous disais qu'on m'a plusieurs fois appelé? Carrément. Oui. Pour vous confier quoi? À des niveaux très élevés. Non, c'est parce que justement, je n'ai pas répondu à ces appels-là. Et en plus, pour qui me connaît, doit savoir que je ne suis pas sujet ou objet à des appels du pied pour avoir un Marocain ou un poste de président de conseil d'administration ou quelque poste que ce soit. Ce n'est pas ça mon intérêt. Là où je suis, à l'âge que j'ai, avec le statut que j'ai, mon intérêt, c'est le Sénégal. Point, trait. Voilà. La question maintenant,
le PNUD. Pour la question du PNUD, là aussi, il faut que je dise, justement, j'avais créé cette introduction pour entrer dans la matière. Je déplore encore une fois cette pratique-là. Déjà, s'agissant du PSE, je n'étais pas le seul. Même ceux qui ont travaillé à l'époque au cœur du pouvoir dans ce plan-là l'ont dit par la suite, une fois qu'ils étaient libérés de leurs obligations de réserve. Pourquoi est-on allé pour le PSE confier ce travail à des cabinets extérieurs? McKinsey. Et pourquoi par le lobbying intense d'amis de milieux plus ou moins douteux, qui d'ailleurs certainement se sont servis au passage quand il s'est agi de payer le cabinet en question. Ça a été déploré. Ce travail aurait pu, c'est ma conviction encore aujourd'hui, pour avoir été dans ce milieu depuis 40 ans maintenant, plus de 40 ans, être valablement fait par des fils de ce pays-là, qui n'auraient peut-être pas pu, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, mettre ces beaux tableaux, ces couleurs, ces graphiques qui d'ailleurs souvent n'ont aucune signification. Mais l'expertise n'a pas de frontières. Il faut aller la chercher. Mais avant d'aller chercher, pourquoi aller chercher ce qu'on a sur place, Pierre-Edouard? Vous n'allez pas aller chercher à des milliers de kilomètres ce que vous avez sur place chez vous. Le chef de l'État dit qu'il y a trop de bureaucratie dans notre pays. Mais c'est la faute à qui? Et qui doit y remédier? C'est une fuite en avant de dire qu'il y a trop de bureaucratie, de fustiger les fonctionnaires, les administrations, et de dire ensuite je vais aller chercher des gens ailleurs. Sa mission, pourquoi il a été élu, c'est de faire un Sénégal émergent, comme il le dit. Mais le Sénégal émergent, ça veut dire avoir une administration efficace, avoir des ministres efficaces, avoir des institutions efficaces. Ça, c'est son devoir. Si ce n'est pas le cas, il est en faute. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et la première façon de s'en prendre à lui-même, c'est de donner l'exemple lui-même. Si les gens ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas au-dessus d'eux les gens travailler. Si les gens sont corrompus, c'est parce qu'ils voient au-dessus d'eux une corruption extraordinaire. Les rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, tous les ans, le démontrent à volonté. Vous pensez que le rythme du travail n'est pas donné au sommet de l'État? Pas du tout. Lorsque quelqu'un qui a été ministre, conseiller à la présidence, dit, et regardez les archives des différentes chaînes, que le président de la République arrive à son bureau à 9h. Et arrivé à 9h, il passe son temps à recevoir des militants. C'est lui qui l'a dit, et je le répète. Alors, ça c'est le bon exemple. C'est quelqu'un qui était son collaborateur direct qui le dit. Donc on ne peut pas le soupçonner de mensonge ou de fabulation. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Vous savez, je ne suis pas dans le bureau, mais je reçois des gens qui viennent de l'extérieur. Beaucoup de gens qui pratiquent les administrations, qui pratiquent les bureaux, qui pratiquent les ministères. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que le Sénégal est en train d'émerger, il est en train de s'enfoncer parce que tous ces gens-là, quand ils partent d'ici, ils sont découragés, déçus. Qu'on ne vienne pas nous fatiguer avec des taux de croissance de temps et temps qui vont augmenter, mais demandez aux Sénégalais. Aujourd'hui, j'ai le temps d'écouter les Warsa Khalat qui sont diffusés sur votre chaîne ou ailleurs. Écoutons les Sénégalais, écoutons ce qu'ils disent. Ils n'inventent pas. Sauf que là, il y a une majorité silencieuse de Sénégalais. Ceux qui parlent, ceux qui donnent de la voix, ce ne sont pas, en fait, eux, les véritables concernés. Non, en place. Pierre-Edouard, lorsqu'il y a un, on dit, oui, ce n'est qu'un, deux, ce n'est que de deux. Mais c'est général. Lorsque vous écoutez, c'est que des complaintes, à moins que ce soit vous, les médias, qui soyez peut-être pas de bonne foi, qui vous plaisez à mettre sur les antennes ou sur les écrans les gens qui ne sont pas contents. Mais essayez de chercher des gens qui sont contents et mettez-les, faites-les écouter. Nous, en ce moment, ce serait peut-être... Vous pensez que personne, il n'y a pas de contents au Sénégal? J'irai peut-être, mais il ne peut pas y avoir 100% de contents, 100% de mécontents. C'est un problème de majorité de chiffres. Il y en a qui sont contents, bien entendu. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont contents. Ceux dont on parle, qui détournent à volonté de milliards l'argent du pays, comme le disent ces rapports-là, ils sont contents avec les leurs, leurs familles, leurs amis, leurs tribus, pour ainsi dire. Ceux-là, ils sont contents. Mais les Sénégalais de base, allez à Thiaroye, allez dans les régions du Sénégal, ici à Dakar, dans la banlieue, dans les quartiers, demandez aux gens comment ils vivent, ce qu'ils sont, ce qu'ils souffrent. Simple problème. Est-ce qu'on peut être content aujourd'hui du problème de l'électricité? Hein?
Il n'y a pas un quartier, même les quartiers qu'on dit privilégiés, fan résidence, point E, tout ça là, où il n'y a pas de coupures très longues, qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui. J'en parlais au début du mandat du président de la République. On me disait, oui, mais attendez, c'est trop tôt pour faire le bilan. Bon, aujourd'hui, voilà le bilan. 3 ans après, il n'y a aucun argument, aucun prétexte qui peut justifier que nous soyons dans cette situation-là. Confier au PNUD un programme de cette dimension, vous dites quoi? Grand bien lui fasse? Non, grand mal nous fasse. Parce que c'est notre argent à nous. Vous savez, je vais vous dire, le PNUD administre, gère des projets, mais ce sont des projets du PNUD lui-même, dans lesquels il met son argent, il met ses millions ou ses milliards. Vous me comprenez? Mais prendre un projet sénégalo-sénégalais, laisser de côté nos administrations, nos agences, nos fonctionnaires, qui peuvent valablement faire ce travail-là sous une coordination sérieuse, expérimentée et compétente. Parce qu'ils sont lents, dit le président. Mais pourquoi il y a les lourdeurs liées au code de marché public. Pierre-Edouard, je vous appelle monsieur maintenant. Pourquoi ils sont lents? Regardez la géographie des directeurs de services, des directeurs d'agences qui ont été nommés depuis l'avènement du président Macky Sall. Les 3 quarts ont une connotation politique forte. Les 3 quarts, les gens doutent de leur diplôme, de leurs compétences, de leur expérience. Et même les administrations qui étaient sauvegardées dans le temps de ces problèmes-là, au ministère des Finances, je veux dire, parce que je connais la douane, les impôts, le trésor, qui étaient sauvegardés de ces problèmes politiciens, aujourd'hui sont touchés. Alors, en ce moment, comment voulez-vous que les administrations marchent? Si vous êtes le plus compétent ici, à Walfadjri, on vous laisse de côté, on va prendre le plus minable, le plus tocard, on le met sur votre tête, est-ce que vous allez travailler? C'est ça le problème. Il faut donner les postes, le travail, les chances à ceux qui le méritent. Mais il faut qu'on arrête de faire de la politique politicienne à tout bout de champ. À tel point que, même dès que quelqu'un pointe le nez, comme vous disiez à propos de moi, aujourd'hui, d'autres, dès qu'ils pointent le nez, on dit, bon, celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on lui confie un poste de ministre conseiller, de conseiller spécial. Il y en a plus de 100 aujourd'hui. Qui font quoi? Voilà, du point de vue de la légalité, cette décision du président de la République ne souffre d'aucune irrégularité. C'est pas un problème. Les accords qui lient le Sénégal au plus depuis... C'est un accord cadre qui date d'avant même les alternances. 87. Mais accord cadre, ça veut dire quoi? On prévoit des choses, mais entre cet accord cadre qui prévoit une coopération entre l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal et le PNUD, et prendre un projet de 424 ou 22 milliards, de nos milliards de CFA, confier ça. Il y a deux ou trois choses que je voudrais dire à ce propos. Un, d'abord, c'est déshonorant pour nos administrations et nos agences, premièrement, qui sont compétents pour ça, comme je le dis. Deuxièmement, c'est déshonorant parce que ces administrations et agences fonctionnaires, on va les mettre sous la coupe du PNUD, qui va être leur patron dans leur propre pays. C'est pas bon, c'est pas sérieux, c'est honteux. Troisièmement, enfin, si c'est enfin, il peut en donner d'autres d'ailleurs, le travail que le PNUD va faire, il n'est pas gratuit. Le PNUD se fait payer. J'ai eu un exemple, j'en ai parlé avec vous en off tout à l'heure, lorsque l'UEMOA a voulu aider la Guinée-Bissau, nous avons, BCAO, BOAD, Commission de l'UEMOA, réuni un certain nombre de milliards pour aider la Guinée-Bissau, mais à l'époque, il n'y avait pas de gouvernement solide, qui n'avait pas de... très instable. Et c'était surtout pour régler des problèmes d'électricité, justement. Alors, j'ai cherché, et il se trouve que le PNUD était bien implanté à Bissau. Donc, j'ai contacté le responsable du PNUD de l'époque, un monsieur très bien d'ailleurs, qui était basé dont le patron était basé ici au Sénégal, un de nos frères de la sous-région d'ailleurs, et on avait concocté un plan très efficace. Et à ma grande surprise, au dernier moment, le PNUD me fait savoir que oui, il va percevoir 10% du montant. Alors, 10% de 5 milliards. De 5 milliards. Je ne pense pas qu'on puisse penser de 10% de 422 milliards, ça ce serait la folie. Mais même si c'est 2 milliards, même si c'est 3 milliards, c'est payant. Pourquoi payer alors que nous avons les expertises, les compétences? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la quatrième chose, pardon, il faut le dire, le PNUD, c'est une institution internationale qui a ses mérites, mais qui a aussi sa bureaucratie, avec ses
hiérarchie, ces échelles. Là, on veut lutter contre la bureaucratie. On risque de tomber Dans la bureaucratie et en payant en plus. Cette affaire-là, moi je la trouve grave. Grave moralement, grave politiquement, grave financièrement et grave économiquement. Il y a un risque de tomber de Karim à Sylla. Ah oui. Tout à fait. Et le président dit également que c'est une manière également pour lui de contourner la lourdeur du code des marchés publics. Oui, mais monsieur Pierre-Edouard, des fois il m'appelle de vous appeler monsieur, mon fils. Le code des marchés, les fonctionnaires qui sont inefficaces, les fonctionnaires qui sont paresseux, les fonctionnaires qui sont corrompus, tout ça, c'est l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal a un chef qui sait. C'est le président Macky Sall. Si ça c'est arrivé, c'est par sa faute, ou comme disait La Fontaine, c'est la faute de ses prédécesseurs. Et si c'est arrivé, c'est à lui de corriger ça. C'est sa mission principale d'ailleurs. Parce que s'il ne corrige pas ça, s'il ne met pas bon ordre, rien ne pourra se faire. Même les projets, les programmes du PSE dont on parle là ne pourront pas se faire. D'ailleurs, ils ne veulent pas le dire, mais vous savez que nous sommes très en retard dans la programmation de l'exécution des différents programmes du PSE. Très en retard. Pourtant, le président a fait un bilan de 8 ans. Mais oui, mais attends. Comment disent les Wolofs? C'est comme ça qu'on dit. Hein? Voilà. Il parle d'un taux d'absorption des fonds de plus de 30% en seulement un an, largement au-dessus des espérances. Bon, tout ça, vous savez bien que ça... D'abord, les statistiques, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier beaucoup. Moi, je préfère regarder ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe de manière concrète, plutôt que de me faire des statistiques. Parce que, surtout au Sénégal, aujourd'hui, on nous habitue à des statistiques qui ne sont pas tous réalistes. Lorsque nous ne sommes pas capables de savoir combien de Sénégalais nous sommes, aujourd'hui, on parle de 13 millions dans des documents, là, ailleurs 14 millions, il faut être très prudent s'agissant des statistiques. Mais ce que je vous dis globalement, sans entrer dans les détails, c'est que des retards très importants sont notés dans la mise en œuvre du PSE. Et dans les discours de certains ministres, d'ailleurs, on l'entend. On entend. Que faire maintenant, étant donné que le vin est déjà tiré? Il faut le boire, hein, comme disent les catholiques. Jusqu'à la lie. Boire jusqu'à la lie. Non, on peut boire modérément. Modérément. Mais modérément, c'est mauvais. Je crois que c'est une décision qui a été prise par le chef de l'État, qui est, je le répète encore une fois, le chef suprême de tout. L'administration qui nomme à tous les postes, qui prend les décisions que lui confère la Constitution. Et maintenant, ça ne... C'est pas seulement qu'il ait le droit ou que les textes le permettent, il faut quand même qu'il ait une grandeur, une dimension, une stature qui lui permette d'affirmer qu'il est dans un rôle de vrai chef d'État, mais pas un rôle de marionnette qui se fait manipuler par des institutions, par des lobbies ou par des amis ou par des militants de son parti. Dans le fond maintenant, que pensez-vous de ce programme d'urgence qui, dit-on, veut lutter contre les inégalités sociales et contre l'exode rural? Oui, vous savez, à ce moment, tout programme est bon pour le Sénégal parce que nous sommes en déficit dans presque tous les domaines. Ce n'est pas tellement le fait d'imaginer un programme qui pose problème ou qui peut être discuté, mais c'est la finalité. L'énergie, le sérieux, la rigueur qui sont mis pour gérer, mener ces programmes-là. On ne tend pas la main aux bailleurs, c'est sous financement propre. C'est ça qui fait que je m'inquiète le plus. C'est là où je m'inquiète le plus. Et pourquoi? Même malgré la présence du PNUD. Parce que les PNUD, c'est des gens qui sont hors sol, qu'on a transplantés ici. Et or, les Sénégalais auxquels ils vont avoir affaire, que ce soit dans les administrations, les agences, les directions, etc., ou sur le terrain, ce sont des gens du pays. Et lorsque des projets sont financés par l'extérieur, cet extérieur, en général, met beaucoup de soins, veille à ce que les fonds soient utilisés de la manière la plus rationnelle et juste possible. Mais quand c'est le Sénégal qui finance ces projets, c'est par des institutions, des structures internes qui sont comme elles sont, comme le déplore le président de la République. Mais ça, encore une fois, c'est de sa faute. Ni de corruption, vous dites, attention à la corruption possible. Oui. Moi, j'en suis arrivé en lisant ces rapports, l'IGE,
la Cour des comptes et d'autres rapports d'ailleurs, parce qu'il y a aussi l'Inspection générale des finances qui fait des rapports, hein, et d'autres structures. Et les choses que nous apprenons nous-mêmes, à gauche, à droite, tout ça. Il y a quand même des sujets d'inquiétude pour ce pays-là. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que tout le monde le déplore, aussi bien ceux de la Cour des comptes, l'IGE que on révèle des choses extrêmement importantes, des choses extrêmement graves, il n'y a aucune suite. Le Premier ministre, je crois, à sortir du rapport de l'IGE, avant même celui de la Cour des comptes, a fait une déclaration en disant que les instances compétentes vont être saisies, en chantant par là le ministère de la Justice pour suivre les gens. Mais ça va tomber comme un feu de paille et on n'en reparlera plus. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, plus graves que ces cas qui sont cités, où les gens qui les ont commises se promènent ou alors sont à l'abri à l'avenue Roume là-bas, l'avenue Léopold Sédar Senghor. Mais il n'a fait que ça toute sa vie. Depuis qu'il est président de la République, il ne fait que ça. Il faut quand même qu'on nous dise la vérité. Vous savez, ces slogans-là, je ne protège personne, ou bien la patrie avant le parti, tout ça, c'est des slogans creux. Parce que l'expérience, le vécu, le concret démontrent tout à fait le contraire. Qu'on arrête de se moquer des Sénégalais, qu'on soit plus sérieux. Si le président de la République, si ses ministres, les chefs d'institution au Sénégal ne sont pas sérieux, il ne faut pas qu'ils réclament des Sénégalais d'être sérieux. Parce que c'est eux qui sont leur boussole, qui sont leur vigie, qui sont l'horizon vers lequel les Sénégalais tendent. Alors si cet horizon est brouillé par des choses concrètes, vérifiées, j'entends dire que dans ces histoires de terrain-là, autour de l'aéroport, il y a des personnes qui sont impliquées. Et j'entends dire que le Premier ministre de l'époque, Abdou Mbaye, avait signalé ça déjà au ministre de l'Intérieur. Vous vous rendez compte? Rien n'a été fait. Aujourd'hui, on se lève, on rase, on détruit, et puis on dit, bon, il y a des coupables. Tout le monde est coupable. Jusqu'au niveau le plus élevé. Vous êtes pour qu'on attribue à ces corps de contrôle-là le pouvoir de poursuivre en justice. De saisir le procureur, par exemple. D'abord, il faut que ces corps de contrôle sortent de la présidence, s'agissant de l'IGE en particulier. Que ce soit une IGE autonome, indépendante, avec son budget autonome, ses structures autonomes. La Cour des comptes, pareil. Et qu'on leur confère le pouvoir de saisir directement la justice. Alors, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça comme cela, on nous affible d'autres structures, OFNAC, machin, truc, tout ça là. Mais où est le résultat? Rien. Aucun résultat, sinon des... Les résultats sont là, parce que la présidente de l'OFNAC dit que tous les ministres ont en effet procédé à leur déclaration de patrimoine. Elle dit seulement. Mais ces ministres ont été élus, nommés depuis 3 ans, pour la plupart, depuis l'avènement de Macky Sall. Et puis, le fond de l'affaire, ce n'est pas la déclaration de patrimoine. Le fond de l'affaire, c'est les saisines que même aujourd'hui, d'après les textes, peuvent faire les associations, même des particuliers à rigueur, et l'instruction de ces dossiers-là pour poursuivre ces personnes-là. Est-ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Je ne veux pas viser l'OFNAC parce que j'ai mes chères sœurs qui sont là-bas, mais c'est de manière générale, c'est une ambiance générale, c'est une atmosphère politique, institutionnelle qui est là, qui fait que on crée des institutions, on nomme à force de médiatisation des responsables qui sont censés être choisis selon des critères objectifs. Mais au final, ces institutions ne servent pratiquement à rien parce qu'elles ne tournent pas. Regardez l'Assemblée nationale avec ces problèmes qui se posent, qui font la risée jusqu'à l'étranger. Regardez le Conseil économique, social et culturel. Regardez, donnez-moi... On parle du Sénat qui serait en route. Même le Sénat, pourquoi le Sénat en route? Parce que les problèmes que le président Macky Sall voulait régler, c'est-à-dire caser un certain nombre de personnes de son parti ou d'autres partis de la mouvance au Sénat, il a été réglé parce qu'ils ont été placés, ces personnes-là, au Conseil économique, social et culturel. Et là où il n'y avait pas d'avantage au départ, on a créé pratiquement un Sénat avec des voitures, avec des avantages, des salaires, etc. etc. À quoi bon créer maintenant le Sénat? Oui. Mais je le mets en garde, parce que ça, comme on dit, chat échaudé craint le froid. Il a essayé à un moment donné, il a vu l'opposition des Sénégalais. Il ne faut pas qu'il recommence. Mais ce n'est pas là qu'est le problème. Parce qu'on crée. Ça coûte cher au pays. Et contrairement à ce qu'on me fait croire, ce qui coûte cher au Sénégal, ce ne sont pas les fonctionnaires. Ce ne sont pas les petits fonctionnaires ou même de la hiérarchie A qui sont dans les ministères. On fait croire aux gens que ça... vous savez,
il y a une idée que au ministère des Finances, l'inspecteur des impôts, des douanes, du Trésor sont les mieux payés. Moi qui ai été là-bas pendant 8 ans, je dois vous dire que ce sont les moins bien payés de la République, contrairement à ce qu'on dit. Oui. N'est-ce pas? Ce ne sont pas ces gens-là, ces administrations qui coûtent cher, mais ce sont ces agences, ce sont ces contrats qui sont faits où quelqu'un qui sort de nulle part, je répète encore, on lui affible un salaire de 5 millions. On crée des charges par-ci, par-là, des agences qui se machent, des conseillers spéciaux, ministres conseillers, qu'on nomme. Chaque semaine, au moins, il y a une nomination. On parle d'une probable suppression des indemnités des fonctionnaires. En tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances, en tant qu'économiste, pensez-vous que c'est une bonne décision? Mais sur quoi ça va reposer ça? Sur quel principe? Sur quelles règles? Et sur quelles règles de droit? C'est parce que ce sont les fonctionnaires qui sont les plus faibles qu'on fait cela. Mais je vous dis, le train de vie de l'État, là où il y a problème, ce ne sont pas les salaires des fonctionnaires, ce sont ces avantages qui ont été créés, indemnités par-ci, par-là, mais pas au profit des fonctionnaires, des conseillers de la présidence, au profit des agences, n'est-ce pas, ou des structures comme ça, où les gens sont surpayés, des agences qui ne servent à rien, qui ne font rien. Ce n'est pas sous Macky Sall, ça c'était sous Abdou. C'est Macky Sall qui l'a aggravé, ou alors qu'il a maintenu. Rien que le fait de maintenir quelque chose de négatif, c'est une faute. Il y a des tas de choses qu'on a reprochées à Abdoulaye Wade pour justifier le remerciement qu'on lui a adressé. Macky Sall avait le devoir, dès son installation, de changer ces choses-là. Mais pour la plupart de ces choses, non seulement il les a continuées, mais il les a aggravées. Vous imaginez le tollé que cela susciterait s'il essayait de remettre en cause les indemnités ou bien certains avantages de fonction? Non, c'est-à-dire il faut remettre tout à plat. Et puis prendre à témoin le peuple sénégalais. Vous savez, c'est ça. Lorsque des mesures dures, regardez ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. C'est une chose que nous avons vécue ici pendant l'ajustement structurel. Lorsque le peuple est informé, il est associé. Là, des groupes de pression ne peuvent pas venir faire infléchir une décision. Mais il y a besoin de faire cela parce que c'est n'importe quoi, le système indemnitaire du Sénégal. Le Fonds monétaire le déplore, la Banque mondiale le déplore, la BAD le déplore, tout le monde le déplore. Mais au lieu d'arrêter, de faire une pause et de mettre tout à plat, on continue. Comme je vous dis, mais chaque fois qu'on nomme un conseiller spécial ou un ministre conseiller, c'est des indemnités concrètes. Or, l'autre disait l'autre jour qu'ils sont plus de 150 à la présidence. Attendez, moi, du temps du président Abdou Diouf, lorsque j'étais dans les affaires, comme on dit, aux affaires, comme on dit, je ne comptais pas plus de 10 conseillers à la présidence. Pas plus de 10 conseillers. Lorsqu'aujourd'hui, on parle de 150 conseillers. D'ailleurs, où est-ce qu'on les héberge? Et quelles sont les attributions? Qu'est-ce qu'ils font? Sinon, être du bétail politicien. Voilà un peu la vérité des choses. Mais je reviens à votre question du départ. Moi, je ne veux pas faire partie de ce bétail-là. Pour rien au monde. Oui. Finalement, les organes de régulation, les corps de contrôle de l'État, ils servent à quoi? Il y en a même qui sont impliqués dans ces histoires-là. Oui. Alors, donc, où va-t-on? Non, ce n'est pas la Cour de compte. C'est une autre institution. La RTP ou la RTP, je crois. On vous dit que le boss du PSE est impliqué également dans cette situation. Oui, mais vous savez, si on devait citer tous ceux qui sont épinglés dans les audits, ce serait une liste interminable. Moi, je vous dis, non seulement toutes les agences, les directeurs qui s'octroient des salaires, des indemnités, sans passer par les procédures, avec les PCA, bien sûr, et, ces agences qui ne servent à rien, jusqu'aux agences de contrôle, lorsque, comme je vous dis, des organes de contrôle qui avaient été conçus dans le cadre de l'UEMOA et mis en place pour réguler la RMP, la RPT, lorsque ces organes eux-mêmes sont impliqués, mais où va-t-on? C'est la fin du monde. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est une ambiance délétère. Une ambiance délétère, et pour mettre fin à cette ambiance délétère, il ne s'agit pas de crier sur tous les toits. Il ne s'agit pas de prendre des codes de déontologie. Il s'agit de donner l'exemple, je le répète encore. Si le président de la République donnait cet exemple-là avec ces gens à la présidence et ces différents ministres, ça descendrait vers les Sénégalais qui ne demandent que ça.
Cette semaine, Moussa Touré, le Premier ministre, a installé le comité de pilotage du Code général de déontologie pour les fonctionnaires et de promouvoir la gouvernance vertueuse, la transparence et l'efficacité. Pensez-vous qu'on est sur le droit chemin? Moi, je dis encore une fois, tout ça, c'est des enfantillages. C'est des enfantillages. C'est pas du sérieux. Pas du sérieux. Pierre-Edouard, vous êtes père de famille ou je ne sais pas, je suppose, vous avez des enfants chez vous. Est-ce que vous avez écrit un code que tout le monde a signé? Non. Il y a des règles administratives, des règles républicaines que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Est-ce qu'il est besoin de faire un code pour cela? Et alors, encore un code. Pourquoi faire? On a bien un code de la route. Comptez-moi les Sénégalais qui le respectent. Non, ce n'est pas un problème de code, c'est un problème d'esprit, de discipline. Il faut les obliger à respecter ce code. Mais les obliger, comme je dis encore une fois, la meilleure manière d'obliger, c'est de ne pas dire fais ce que je te dis, fais ce que je fais. De donner l'exemple. C'est la meilleure manière. Et une fois qu'on donne l'exemple, ensuite, en ce moment, on peut parler. Mais on ne peut pas demander aux Sénégalais de travailler alors qu'on ne travaille pas soi-même. Demander aux Sénégalais d'être honnêtes alors que soi-même on est impliqué dans pas mal de choses. Demander aux Sénégalais d'être ponctuels alors que soi-même on n'est pas ponctuel. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le problème du Sénégal. Mais vous savez, ce que je vous dis là, moi, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des choses que j'ai vécues par expérience. Où j'ai été au ministère des Finances, qui était une usine. Surtout que c'était économie, finance, plan, commerce et d'autres choses réunies. Et j'étais fier en Conseil des ministres, lorsque des travaux devaient être faits et rendus par le ministère, de voir que le ministère des Finances était toujours le premier. J'arrivais à mon bureau à 7 h du matin. Je travaillais avec mon directeur de cabinet jusqu'à 8 h. Je sortais dans les couloirs pour voir les directeurs arriver en courant. Et ça, une fois, deux fois, trois fois, après tout le monde s'aligne. Mais c'est comme ça qu'il faut faire pour faire travailler les gens. Il faut une mystique du travail, une mystique du sérieux, de la rigueur. Et ne pas partir, laisser les gens en train de travailler sur ce dossier, aller se reposer ou aller faire la bamboula, comme on dit. Travailler avec eux. Il y a des formes de collaboration, des formes de travail. À l'époque où les agents n'avaient pas de moyens, beaucoup de nos fonctionnaires habitaient à Rufisque. On travaillait le samedi, mais il restait le samedi jusqu'à 20 h pour travailler parce qu'il y avait une émulation. Il y avait une référence. Mais quand ceux auxquels on doit se référer, ceux qui doivent servir d'exemple, ceux qui doivent ouvrir le chemin, ceux qui doivent l'éclairer, sont absents, mais c'est la pagaille, c'est ce que nous vivons malheureusement. Faut-il repenser l'administration sénégalaise? L'administration sénégalaise, dans les textes, est parfaite. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Il faut se mettre à ces hommes-là à un code de déontologie. Non, il n'y a pas besoin de code. Il y a des règles, mais vous savez quand même, il y a des règles dans l'administration. Il y a le code, il y a des codes, il y a des choses qui existent déjà, qui font que lorsque vous ne travaillez pas, voilà les sanctions que vous encourez. Lorsque vous êtes absent, ainsi de suite, ça existe déjà. À quoi bon aller concocter encore un code? Et pourquoi on se rend compte seulement aujourd'hui qu'il faut un code? Et là où ce sont des choses qui ont été faites dans le cadre de l'UEMOA. Il y a eu un code de transparence dans la gestion des finances publiques qui a été fait depuis 1998, comme je vous le dis. Donc, il y a 17 ans. Et le Sénégal se réveille enfin pour dire, oui, il faut qu'on s'occupe de ça. Alors que, là, il y a la gangrène, pratiquement, déjà. Mais ça, comme je vous dis encore, franchement, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Il faut un fonctionnaire de type nouveau. Oui, mais celui-là, qui c'est qui le crée? Si je vous dis, je répète encore, Pierre-Edouard, lorsqu'il faut nommer un directeur, dans un groupe qui se connaît, les uns se connaissent les uns les autres, lorsqu'on laisse de côté celui qui est le plus respecté, le plus compétent du groupe, et qu'on va prendre l'autre qui est le plus tocard, parce qu'il y a quelques affinités familiales, politiques, amicales ou autres, qu'on ne s'étonne pas de voir les gens ne pas travailler. C'est une chaîne, c'est un système. Lorsque vous voyez qu'il faut revoir de fond en comble, commencez par les ministres. Lorsque moi j'entends un ministre parler à propos du PCE, la réunion de Paris, là, de Club de Paris,
comme de Paris, qui doit gérer les problèmes de dette publique vis-à-vis des institutions et des pays. Quand un ministre de la République dit ça, ce que même l'étudiant de première année d'économie doit savoir, je dis, il n'est pas à sa place. Or, c'est ça l'image. Attendez, écoutez dans vos chaînes, les radios, les télévisions, s'exprimer en français, qui est malheureusement notre langue officielle. C'est le ministre, c'est responsable. C'est un nivellement par le bas. Plus que le bas, par le sous-sol. Alors, nous allons parler également de l'installation cette semaine du Conseil constitutionnel avec son nouveau président, Oumar Sarr. La question ne saurait vous laisser indifférent. Vous êtes aussi acteur politique, M. Moussa Touré. Alors, avez-vous confiance à cette nouvelle équipe, les 5 sages nouvellement installés du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui pratiquement chaque année pose problème? Vous savez, ces membres du Conseil constitutionnel, j'en connais quelques-uns. En particulier le président, le nouveau président, qui est un jeune frère. C'est le petit frère de Papa Mansaro. Il est de la Gueule-Tapée, c'est un ami intime à mes frères. Magistrat de haut niveau, reconnu, jusqu'à être premier président de la Cour suprême. Poste qu'il a quitté, atteint par la limite d'âge. Donc, sur ce plan, moi je dis, il n'y a aucun problème. Globalement, des gens qui sont très compétents. Il y a une chose que je voudrais quand même ajouter. Vous savez, un pays comme la France, c'est malheureusement notre modèle, notre référence. Le Conseil constitutionnel français, il y a très peu de magistrats de métier. Vous savez pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel, c'est vrai, c'est du droit, mais c'est également de la haute politique. C'est les deux qui doivent être gérés en même temps. Là, l'équipe est entièrement consacrée, composée de magistrats. Et quand je dis de haute politique, je ne parle pas de politique politicienne, c'est-à-dire des gens qui, de par leur carrière, de par leurs expériences, sont à même d'avoir la dimension d'homme d'État, comme on l'appelle, pour pouvoir apprécier les événements en ajoutant aux aspects de droit cet aspect hautement politique qui concerne toute la nation. Sur ce plan-là, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour ce... Il y a des magistrats qui tranchent pour l'essentiel des questions politiques. C'est pourquoi je dis qu'il faut ajouter des politiques, ou des gens, en tout cas, qui ont un autre profil. Je ne pense d'ailleurs pas que le Conseil constitutionnel, je ne connais pas les membres, à part quelques-uns, soient tous des juristes confirmés. Tous, c'est des magistrats, oui. C'est possible. Mais enfin, je dis qu'il y a besoin quand même d'avoir un autre angle de tir, fenêtre de tir, dans ces affaires-là qui sont certainement juridiques, mais également éminemment politiques. Mais ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est à un niveau individuel de chacun des membres du Conseil constitutionnel. Au-delà de ses compétences, de son expérience, son intégrité intellectuelle, personnelle. Si c'est assuré, il n'y a pas de problème. Oui. Un des premiers dossiers, la question du mandat présidentiel, Macky Sall qui va 5 sages pour certainement avoir une idée sur la réduction ou non de son mandat. Ça vous inspire quel commentaire? Le commentaire que ça m'inspire, c'est que je ne sais pas si je dois dire Macky Sall comme vous, comme toi, ou bien je dois dire le président de la République, mais l'un ou l'autre, il aime tourner le Sénégalais en bourrique. Vous savez, il y a eu l'expérience de la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions, qu'on a fait travailler pendant je ne sais pas combien d'années, et qui pour l'essentiel n'a fait que ressortir le travail qui avait été fait dans le cadre des assises nationales. Je soupçonne fortement que ça a été fait pour gagner du temps. Oui. La CNRI a produit son rapport depuis plus d'1 an maintenant. Alors, on tourne encore en rond et on dit on va saisir le Conseil constitutionnel. Il joue la montre, le président? Il joue la montre. Il joue la montre et il joue vraiment... C'est presque comique. À quelle fin? À la fin de gagner du temps. Mais je crois que des hommes politiques l'ont dit et je le répète, je n'ai rien inventé. C'est quand même sidérant que dans un pays organisé comme le prétend être le Sénégal, nous sommes en juillet 2015, n'est-ce pas? On ne sait pas encore quand est-ce qu'aura lieu quand auront lieu les prochaines élections présidentielles. C'est quand même sidérant. Et dans le meilleur des cas, on ne le saura que courant 2016. C'est pas sérieux ça.
Oui, il a fait une promesse. Il dit que dans sa tête, tout est clair. C'est pas clair parce qu'il a fait un engagement. Il a pris un engagement avant d'être élu, après avoir été élu, et il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne peut pas suivre ces faucons, comme on les appelle, qui disent qu'il n'a qu'à faire ses 7 ans, point trait, parce que s'il le faisait, n'est-ce pas, il ferait du wahwahed, comme je l'ai dit dans une de mes communications à la presse, il y a déjà 1 an et quelques. Et il veut chercher, tourner du temps. Et moi, je répète encore, et je l'ai dit à un de vos confrères, de mon point de vue, et je demeure persuadé, il n'y a pas besoin ni de consulter le Conseil constitutionnel, ni de faire un référendum. Je persiste à dire qu'une loi constitutionnelle est largement suffit, parce que le président Senghor avait l'habitude de parler du parallélisme des formes. Il y avait une avancée démocratique dans la Constitution de 2001 ou 2002, je ne sais plus, 2002, pour fixer le mandat à 5 ans. Ça a été défait sous Wade. Pour remettre ça, je crois qu'on peut se garder de faire trop de juridisme. En plus, comme je l'ai dit et je le répète, lorsque Wade, par une loi constitutionnelle, ramenait le mandat à 7 ans, ni le Conseil constitutionnel, ni les partis politiques, de manière visible, claire et nette, ne se sont inquiétés. Pour vous, la voie parlementaire pour régler le problème. Le problème. Oui. Et s'il y a débat, et là encore, je dis, il faut se méfier de ces spécialistes, dans quelque domaine que ce soit. On a coutume, dans ces dossiers, de dire on va avoir recours à des constitutionnalistes. Ils sont nombreux au Sénégal. Ils sont tous certainement très brillants. Mais d'abord, ils ne s'entendent pas sur ce dossier-là. Parce que là, il arrive aussi que certains aient des positions très intellectuelles, là, intellectualistes ou intellectuelles, et qu'une fois qu'ils ont changé de bord, changent de position. C'est déplorable pour les intellectuels. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que eux, qui donnent des leçons de lecture de la Constitution aujourd'hui, s'il y a polémique, s'il y a contestation, c'est qu'ils ont mal fait leur travail en son temps. S'ils avaient écrit la Constitution de manière correcte, normale, en bon français, lisible, compréhensible, il n'y aurait pas eu de contestation. Chacun interprète le texte selon le bord où il se situe. C'est parce que ça a été mal écrit. Et moi, comme je l'ai dit encore, il y a des règles de droit élémentaires que nous avons apprises dans nos études. Parce que on a fait économie, soit, mais pendant 2 ans, à l'université ici à Dakar, à l'époque, on avait le même tronc commun que ceux qui faisaient droit. On a fait du droit constitutionnel. Mais en droit, de manière générale, il ne faut pas craindre les répétitions. Or, quand on regarde l'article 27, il appelle à tous les commentaires possibles. La durée du mandat du président de la République est de 7 ans. Un autre point à la ligne. Le mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Point. Ensuite, on dit cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Cette disposition, quelle disposition? Parce qu'on a parlé de 2 choses totalement différentes. La durée du mandat et le nombre de mandats. On dit cette disposition. Donc, ça veut dire qu'ils ont mal travaillé. Peut-être c'est fait exprès aussi. Mais pourquoi il aurait fait exprès, justement? Parce qu'Abdoulaye Wade disait que les constitutionnalistes, c'est comme des tailleurs. Ils vous mettent de la Constitution sur mesure. Oui, mais en ce moment, qu'ils arrêtent de nous fatiguer en disant « je suis un grand spécialiste, voilà, voilà, voilà », parce qu'ils sont là, dans cette affaire-là, ils sont désavoués. Hein? Parce qu'ils ont fait un travail qui pose problème. Et ce n'est pas la première fois. Ça a été le cas pour le 3e mandat du président Wade. Alors qu'on arrête. Ce problème qui se pose, ce n'est pas un problème de constitutionnaliste ou de, je ne sais pas, économiste. C'est un problème d'écriture et de lecture du français. Alors, en ce moment-là, peut-être qu'il faudrait qu'ils aillent, eux, tous ceux qui sont dans ces conditions-là, aillent approfondir le français pour que demain, s'il y a des modifications de la Constitution... Ce serait inquiétant à leur niveau. C'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Pourquoi toutes ces polémiques-là depuis 2 ans, Pierre-Edouard? Si c'était écrit de manière claire, eux de dire cette disposition, qu'on répète, la durée du mandat et le nombre de mandats ne peuvent être. C'est clair, c'est sans contestation, mais on dit cette disposition. Des jeunes socialistes demandent au président Macky Sall de démissionner en 2017. La démission était la solution. Mais ça, c'est absurde. Ça, c'est absurde. Les gens qui, d'ailleurs, il y en a un que j'ai, un homme politique là, qui l'a retiré, cette proposition-là. Ça n'a aucun sens. Parce que ce que nous, Sénégalais, nous voulons, et je crois que c'est ce que M. Macky Sall, pendant la campagne et après la campagne, a compris, c'est qu'on ramène le mandat à un niveau raisonnable, 5 ans, pour le futur, comme le font
la plupart des démocraties dans le monde. C'est ça que nous voulons. Mais ce n'est pas en démissionnant que Macky Sall va régler le problème. S'il démissionne, on fait des élections, mais sur quelle base? La base de la constitution actuelle. Le président qui sera élu sur la base d'un mandat de 7 ans. Oui. De 7 ans. Donc, il faut aussi que les gens, vous savez, les médias, c'est vous qui nous portez tort. Vous donnez les micros à tout le monde. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime. C'est démocratique. Le pluralisme. C'est démocratique. Oui. C'est démocratique. Mais malheureusement, ça sème la confusion. Parce que ça, un homme d'un cerveau ou d'un niveau intellectuel raisonnable ne peut pas proférer une telle proposition. Ça n'a aucun sens. Ça ne règle pas le problème. Autre question sur la table du Conseil constitutionnel, le recours déposé par 19 députés, recours en annulation de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a le constitutionnaliste, j'en reviens, Ismaël Madior Fall, qui déclare dans la presse que ce recours devrait être déclaré irrecevable par le Conseil constitutionnel. En tant qu'acteur politique, quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je n'aime pas citer de nom, mais tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des constitutionnalistes, là, je crois que vous avez bien compris. L'allusion était claire. C'était Ismaël Madior, oui. Je n'ai pas dit que c'est lui. J'ai dit c'était clair en tout cas. Oui. Tout ça est déplorable. Parce que, pourquoi alors n'avoir pas soumis au Conseil constitutionnel avant de la voter, cette loi-là? Comme c'est la mode. Parce que le Conseil constitutionnel, normalement, dans les règles, mais c'est une fois qu'une décision est prise au niveau du Conseil des ministres, qu'avant de transmettre le dossier au Parlement, qu'on l'interroge. Ou alors une fois seulement que la loi est votée, qu'on l'interroge. Mais ce qu'ils font, c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on interroge le Conseil constitutionnel, qui se prononce. Et si demain, quelque chose survient, le Conseil constitutionnel n'est plus objectivement apte à juger parce qu'il est partie prenante de la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit être arbitre. Alors, quant à cette loi-là, ça aussi, c'est vraiment au-dessus de tout. Je l'ai dit tout à l'heure. Nos institutions, de manière générale, sont depuis pas mal de temps galvaudées, ramenées à ras de terre, mais ça achève de déconsidérer complètement cette institution. Le mandat du président de l'Assemblée nationale porté à 5 ans, vous pensez que c'est dégradant? Non, ça c'est des établissements. Bon, ça c'est un paiement pour service rendu. Appelons ça comme ça pour mon grand frère. C'est le service après-vente. C'est le service rendu. Moustapha Niasse que vous avez soutenu au premier tour de la présidentielle. Oui, mais pourquoi je dis mon grand frère? C'est une rétribution pour service rendu. Je ne commente pas. Ça, c'est les arguments. Un ressort s'est-il cassé entre vous et Moustapha Niasse, votre candidat? Non, en fait, on ne se voit pas. Mais quand je le verrai, je le saluerai comme un grand frère, comme je l'ai toujours fait. Non, je n'ai pas de problème. Ça, c'est la politique. Chacun a le comportement politique qu'il veut. Et ce n'est pas le seul. Je connais parmi les hommes politiques certains qui ont eu des comportements inouïs. Mais comme nous nous sommes connus, nous nous sommes fréquentés dans d'autres circonstances, ces circonstances, elles demeurent. Donc, en ce qui le concerne, c'est la même chose. Mais ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est de ramener de 15 à 10 le nombre de députés pour constituer un groupe parlementaire. C'est le 10e des 150. Mais 10e de quoi? Pourquoi pas le 15e? Pourquoi pas le 20e? Ça n'a aucun sens de situer des chiffres comme ça. Mais il y a une tradition. Pierre-Édouard, est-ce que vous savez que si on faisait le 10e, en France, ils sont 577 députés. Le 10e, ça ferait 57. Mais en France, il suffit d'avoir 15 ou 10 députés, 15 je crois, pour avoir un groupe parlementaire. Ce n'est pas un problème de choses. C'est-à-dire, vous savez, il y a une trajectoire de démocratisation, de transparence, de poursuite du chemin républicain qu'on doit avoir. Or, toute chose qui empêche à des gens qui pouvaient s'exprimer de ne plus pouvoir s'exprimer, c'est à bannir. Lorsque les gens à 10 pouvaient avoir un groupe, s'exprimer, participer à certains travaux, des bureaux, etc., et qui ne peut plus le faire, c'est un recul. Moi, c'est à ça que je m'en tiens. Et l'argumentation qui est donnée, pour moi, n'est pas bonne. J'ai lu hier ou avant-hier une démonstration éblouissante
éblouissante de notre jeune frère, le jeune frère Thierno Bocoum de Rewmi, qui démontre que les arguments avancés sont fallacieux, ne reposent sur rien. Mais c'est beaucoup moins une question d'argument qu'une question d'éthique, une question de morale, de gentleman, de comportement, de fair play. Oui. Or, on est en train de fermer les uns après les autres tous les robinets qui ont contribué jusqu'à aujourd'hui à faire du Sénégal un pays phare. On va en faire un pays de lumière. Le risque de voir une assemblée monocolore est-il réel? Elle l'est déjà pratiquement, parce que lorsque la majorité est aussi écrasante, elle l'est. La preuve, c'est pourquoi ces lois-là sont passées. Mais enfin, le problème qu'on doit avoir aujourd'hui pour Sénégalais modernes, de vos générations, même de nous autres, notre génération qui termine son cheminement, c'est de faire du Sénégal un beau pays, à tous égards. On l'a été. Nous qui sommes de ces générations-là, nous savons que partout où tu allais en tant que Sénégalais, en Afrique ou ailleurs, tu étais porté au pinacle. Et malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes les plus moqués, nous sommes les plus décriés. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Et il y a une responsabilité morale. La faute à qui? Si le Sénégal est devenu la risée du monde, ce n'est pas de la faute de Macky. C'est Macky qui a été élu. Vous savez, Pierre-Edouard, c'est pourquoi la charge du président de la République est très lourde. On est responsable de tout. Et c'est vrai. Parce que les Sénégalais, c'est parce qu'ils savent que chaque Sénégalais individuellement n'est pas capable de faire tout ce qu'il veut faire, tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il faut faire, qu'il a dit, on va choisir quelqu'un. Nous estimons que c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus génial, c'est le plus juste, c'est le plus honnête, c'est le plus compétent et c'est le plus sérieux. On lui confie ça, il va le faire. Et si ça ne marche pas, c'est lui. C'est à lui qu'il appartient de prendre les mesures de correction qu'il faut. Mais est-ce que ces mesures sont prises? Est-ce qu'au contraire, on ne s'enfonce pas justement dans la politique politicienne, les enfantillages, les sucettes comptant aux uns et aux autres, les roulements d'épaule là qu'on fait pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Mais quand on dit on a fait ceci, on a fait telle performance, telle chose, il faut regarder ça sur le plan interne, mais il faut aussi regarder ça dans notre environnement. Lorsque le Sénégal, de tous les mois, est le pays le plus endetté en pourcentage, je ne veux pas qu'on me dise oui, mais on n'a pas encore atteint autre chose. C'est pas bon. Lorsque... Il y a Agibou Soumaré qui dit que le Sénégal est l'un des meilleurs élèves de l'UEMOA. Non, mais comme je vous dis, Agibou Soumaré, je l'aime bien là aussi. C'était un de mes collaborateurs en son temps. Vous savez, il ne faut pas qu'on tombe dans la politique. Vous remettez en doute ce qu'il dit? Quand j'étais président de la commission de l'UEMOA, de 1996 à 2004, le Sénégal était le meilleur élève. Ça, c'est vrai. Ce qui ne m'a pas amené aussi à le crier sur tous les toits. Parce qu'en tant que Sénégalais, ça m'aurait gêné. Mais loin de là... Entre-temps, notre pays a perdu de sa superbe. Beaucoup de sa superbe, et ce n'est pas le meilleur élève. Sur quel critère il dit ça, quand il le dit? Qui me donne les critères? Parce qu'il y a beaucoup de critères sur lesquels nous sommes, en matière de croissance, nous sommes parmi les derniers. En taux de croissance, on se vote en disant, ouais, on va faire 5,4. Bon, soit, c'est à vérifier d'abord, mais même si c'est vrai, les autres font 6, 7, 8. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, au Togo, il n'y a que la petite Guinée-Bissau là. Et tout le monde le comprendra, qui est derrière nous dans beaucoup de ces domaines-là. Mais sinon, tous les autres sont devant nous. À quoi on arrête de faire les braves là? Mais c'est parce que notre pays vient de loin également. Il ne vient pas de plus loin que les autres. En 2008, pratiquement, la croissance était nulle. Et les autres? Mais nous sommes partis du même point que les autres. Et avec les autres, nous étions les plus pourvus, les mieux pourvus. Pierre-Edouard, moi, il faut aller dans ces pays dans les années 70, 80, 90. Nous avons marqué le pas, nous avons reculé pendant que les autres avancent. C'est ça qu'il faut dire aux Sénégalais. Il faut arrêter de dire aux Sénégalais, nous sommes les plus beaux, les plus grands, nous avons les mêmes réalisations. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on, par l'exemple, comme je dis encore, qu'on puisse insuffler au Sénégal cette soif de gagner. Qu'on l'insuffle à nos équipes de football, de beach soccer, de basket et autres. La rage de gagner, la rage d'être bon, la rage de réaliser. C'est ça. Je vais vous dire une chose. Je sais comment on voudra. Lorsque nous avons été 4e à la Coupe du Monde de football, là, les U20. U20. Ça a été une performance. Mais de là
à ce que le président de la République les reçoive au palais avec toute cérémonie, je dis que c'est trop. Il n'y avait pas de quoi pavoiser? Pas à ce point-là. Oui. Je pense que le ministre chargé des Sports aurait pu organiser quelque chose. Ils ont représenté dignement notre pays. Si demain on gagne la coupe, qu'est-ce qui va être fait de plus? Je vous pose la question. Il faut graduer les récompenses. Il faut graduer les sanctions. Mais si déjà en étant quatrième, on est reçu au palais avec tout le front là. Quand on va gagner la coupe, on va être troisième, qu'est-ce que ça va être? Il faut graduer les choses. Non, attendez, il faut être sérieux. C'est pourquoi on se satisfait de peu au Sénégal. Pour dire la vérité, on se satisfait de peu. Nous avons les ressources humaines les meilleures de la sous-région, sinon en Afrique. Dans tous les domaines possibles. Mais il faut les mettre au travail. Et pour les mettre au travail, comme je dis, c'est par l'exemple, en faisant soi-même et en respectant un certain nombre de, comme je vous dis, la méritocratie, etc., etc. Ça, si on le fait, le Sénégal peut réaliser des choses extraordinaires, comme nous l'avons fait dans le passé. OK. Pour finir, une question sur la Cour de justice de l'UEMOA. Vous avez été le président de la commission de l'UEMOA. Alors, elle sert à quoi, cette Cour de justice? Elle sert à beaucoup de choses. Elle est très importante. C'est une véritable Cour de justice qui est appelée à juger tous les problèmes économiques de l'espace UEMOA, qui est appelé à juger, et en dernier ressort, unique et dernier ressort, les problèmes s'agissant du personnel de l'UEMOA, etc., etc., les problèmes de concurrence. Il n'y a pas d'appel possible. Il n'y a pas d'appel possible. Une fois la décision rendue. Non, il n'y a pas et c'est très important comme cours. Maintenant, quand je lis vos titres là... Oui, tout à fait. Bon. Il y a le magistrat Sénébou Ndiaye Diakhaté et de ses collègues renvoyés par Yayi Pouni. C'est quoi? C'est un abus d'autorité de la part du président béninois? Moi, je ne comprends pas, il faut savoir de manière plus approfondie. Mais ce que je sais, c'est que, vous savez, le président et les membres de la commission, les présidents et les membres de la Cour de justice, comme la Cour des comptes, ils sont 3 à la Cour des comptes, sont élus pour un mandat irréfragable. C'est-à-dire, personne ne peut y mettre fin. Pour la Commission et les autres, c'est la Cour de justice, justement, qui peut mettre fin à ces mandats lorsque la Cour de justice saisit, dit que le président de la Commission ou le commissaire ont failli à leur mission. Alors donc, que le président Bouniaï, que je connais bien, très bien même, renvoie ces gens-là, ça me semble bizarre, d'une part. Ce n'est pas dans le cadre des attributions, premièrement. Deuxièmement, les membres de la Cour de justice, contrairement à la commission de l'UEMOA, la commission de l'UEMOA, le président de la commission, ce sont les chefs d'État ensemble qui le nomment. Mais les membres de la Cour de justice, une fois que chaque pays a envoyé son représentant à la Cour de justice, c'est entre eux qu'ils élisent leur président. Donc c'est à eux de le démettre. Et c'est à ce niveau qu'il y a un conflit entre l'actuel président, d'ailleurs qui était président lorsque j'étais président de la commission. Ferreira, il doit être là-bas depuis 20 ans ou plus. Lui et les autres membres de la Cour de justice. C'est un conflit interne. Donc je ne pense pas qu'il appartienne à quelque autorité que ce soit de prendre une décision, surtout de renvoyer les uns ou les autres. Mais vous savez, dans l'UEMOA aussi, c'est à l'image de nos pays là, tout ne se fait pas toujours conformément au droit. Vous vous souvenez de l'affaire Abdou Sakho, vous vous souvenez de mon affaire à moi, que je n'ai pas voulu porter en justice. C'est des choses qui se font dans violation nette, claire des traités et des textes. Mais comme c'est des chefs d'État, ils ont tous les pouvoirs. Merci Moussa Touré, président de Citoyens pour l'éthique et la transparence, Seth Djering Sama-Réew, ancien ministre de l'économie et des finances, du plan et du commerce également, et ancien président de la commission de l'UEMOA. Ça a été un immense plaisir, comme d'habitude d'ailleurs, de vous recevoir ici sur ce plateau d'opinion. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Pierre-Edouard, qui vous encourage et vous félicite encore une fois. Et je vous répète que c'est toujours un immense plaisir, comme dirait l'autre, de venir ici dans vos locaux, vous rencontrer vos collaborateurs et vos collègues. Voilà. Il faut remercier aussi de ma part. Merci pour tout, je n'y manquerai pas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.